Bonjour à tous et bienvenue dans Voix du ciné. Et aujourd'hui, mais quel plaisir de recevoir ce monsieur. On va parler régisseur général. Régisseur général, c'est un des métiers les plus importants pour l'organisation d'un tournage. Alors comment, pourquoi on est ensemble avec Cédric Châtelain. Bonjour Cédric. Bonjour Marc. Parle-nous un peu de ton métier. Alors à quoi ça consiste exactement, régisseur général? Alors le régisseur général, c'est celui qui va coordonner en fait toute la logistique d'un film, à savoir tout ce qui est matériel, tout ce qui est déplacement, nourriture. Ça englobe en fait beaucoup. Il y a beaucoup de perspectives dans ce métier-là. Enfin si je fais un petit peu le déroulé de comment se passe, on va dire la mission d'un régisseur général sur un tournage de long métrage. On va démarrer par des lectures du scénario. Il y a des dépouillements, c'est un dépouillement, on en avait parlé avec Stéphane, enfin tu en avais parlé avec Stéphane précédemment. Le dépouillement, c'est le moment où on va sortir du scénario tous les besoins qu'il y a à faire, à savoir tel décor, telle voiture, il faut des flics, il faut des pompiers, il faut je sais pas, une voiture de luxe, 2, 3, plein de choses. À partir de là, la partie du régisseur général, ça va être les décors. C'est-à-dire que c'est où moi je vais moi-même en prospection de décors, c'est-à-dire faire des repérages, ou alors j'envoie des gens, des repéreurs, dont c'est le métier aussi, qui vont essayer de trouver en termes de décors ce que va idéaliser un scénariste et un réalisateur. D'accord. Voilà. Donc on est d'accord pour le dépouillement, tout ce qui est accessoire, c'est le premier assistant, et tout ce qui est décor, c'est le régisseur. Oui. Alors accessoire, on peut être nous aussi incorporé dans la recherche, mais ça va être de l'accessoirisation à gros niveau, à savoir des véhicules de police, ça va être un hélicoptère, des choses. Moi, je suis amené, par exemple, j'ai dans mes contacts des gens, si on me dit voilà, il me faut une brigade de CRS, 2 brigades de CRS, un hélico, un fourgon blindé, je peux trouver. Évidemment, j'ai pas moi ça personnellement, évidemment, personne n'a ça. Mais j'ai les contacts de différentes équipes qui font de la cascade, qui font de la figure, qui ont des vrais flics aussi, et des gens qui sont figurants, et des vrais policiers qui font ça par ailleurs. Et on peut récupérer toutes sortes de matériel, même très très gros. Ouais. Et après, j'imagine que tu es en contact avec le directeur de production parce que tu as une question de budget quand même, donc les décors et les budgets. C'est toi qui négocies pour les décors, les prix? Ouais, alors il y a les deux. Il m'arrive moi de trouver par chance ou parce que je prospecte, je trouve un décor et on aborde le prix très rapidement. Je sais moi quelle fourchette j'ai, je sais que je vais aller entre ça et ça. Évidemment, le jeu du directeur de production et le mien, c'est le même. Moi, je dois travailler main dans la main avec lui parce que on est binôme. Donc évidemment, je vais essayer de trouver un décor qui soit intéressant au niveau prix, qui corresponde à ce qu'on recherche, évidemment. Mais il m'arrive de tomber sur une personne, on parle chiffres tout de suite, et voilà, nous, on va c'est la vraie négociation, hein, c'est-à-dire qu'on va pas parler du plafond, du prix directement, on va essayer de partir sur une base un peu plus modeste. On voit jusqu'où ça monte, et quand on trouve chaussure à son pied en termes de prix, en termes de décor, on tape là, et après, moi, j'envoie, donc je fais toutes sortes de photos, je filme les choses, je prends des dimensions, je repère les rues, je repère les stationnements, je repère toutes les emmerdes qui vont être liées à ce décor pour arriver et proposer 3, 4, 5, 6 décors différents au réal, au premier assistant, à la première assistante. Si c'est une femme, on va essayer de proposer diverses alternatives et après le meilleur choix, ça va être forcément artistique. Sachant que si je propose, c'est que j'ai déjà blindé le terrain autour. C'est-à-dire que j'ai pas un prix qui va m'assommer, j'ai pas des conditions techniques impossible, faire arriver mes camions dans un chemin de terre quand j'ai les 35 mètres cubes qui doivent monter, que c'est boueux en haut d'un château, c'est pas que c'est pas la peine, mais c'est compliqué. On se met déjà une épine dans le pied si on démarre comme ça. Après, il existe de tout, hein, du portage par hélicoptère, ben voilà, ça dépend sur quel budget on est. Il y a toutes sortes de choses qui sont possibles. Et c'est toi aussi qui s'occupe des autorisations pour les stationnements, les autorisations de tournage et... Exactement. C'est combien de temps à l'avance, ça? Alors, là, par le dernier long métrage que j'ai fait, c'est donc dans Paris, uniquement intramuros. J'avais 28 décors, ce qui est beaucoup pour un long métrage, 28 décors, donc plusieurs par jour parfois. Et là, Paris, c'est 1 mois à l'avance. Il faut 1 mois de demande, et 1 mois, c'est le délai minimum. C'est-à-dire que tu peux pas demander, mettons, je sais pas moi, 26 jours avant, ils vont même pas la regarder, a priori. Ils ont tellement de demandes, il y a tellement de tournages dans Paris que tu es obligé d'être raccord. Généralement, tu vas avec un dossier que tu as déjà pré-rempli, pré-travaillé, photos, plan d'implantation, besoins, véhicules, tonnage, volume, nombre de personnes, scénario, synopsis, note d'intention. Voilà, tu vas prendre rendez-vous avec la mission cinéma de la ville de Paris, qui est en fait celle qui va t'accorder l'autorisation ou pas à ton tournage. Donc, tu viens avec ton dossier, bien avant ton mois de délai, sans quoi t'es déjà hors délai. Ce que j'ai fait moi,
on les rencontre et puis on élabore ensemble en fait les besoins, on voit ce qui est réellement possible, sachant qu'il y a des restrictions en termes de groupe électrogène à l'extérieur, de nombre de tentes, de véhicules loges, etc. Et voilà, dans la mesure où c'est faisable, moi je retravaille mon plan, enfin mes plans et mon dispositif, et je propose derrière par mail toutes mes demandes, enfin je leur envoie mes demandes une fois que j'ai corrigé tout ça et qu'on est d'accord sur le truc. D'accord. Il y a une petite question parce que quand j'ai travaillé l'interview, j'ai vu que tu faisais aussi les plannings. Je croyais que c'était le premier assistant qui faisait les plannings. Alors planning, oui, j'en fais une partie. Le premier assistant ou la première assistante font beaucoup de planning aussi. Eux, c'est un planning artistique sur essayage, coiffure, maquillage, donc tout ce qu'on appelle le HMC, habillage, maquillage, coiffure, tout l'artistique. Moi, je vais être sur la partie logistique des plannings. Donc c'est-à-dire la déco, où je dois trouver les locaux pour que la déco puisse travailler, c'est-à-dire que les décorateurs, les constructeurs, faut que je trouve les locaux, que je trouve les véhicules, les emplacements pour travailler, et je gère le planning avec eux et tous les décors que j'ai trouvés. Parce qu'il faut savoir que le régisseur général, en fait, c'est la personne. Il y a une grosse part d'administratif. C'est-à-dire quand tu es régisseur général, il y a un temps où tu mets très peu les pieds sur le plateau. Ben, tu vas 1 heure dans la journée, 2 heures, tout dépend de la fragilité du décor et de sa demande. Mais tu vas pas y aller forcément beaucoup parce que tu as beaucoup d'administration à faire. Tu portes plus rien, t'es pas au camion, et t'as un régisseur général adjoint pour tout ça. D'accord. Toi, t'es beaucoup en administration, donc c'est beaucoup de travail sur l'ordi. Faut être clair, c'est des choses dont on a besoin et qu'on fait des récurrentes tous les jours. D'accord. Et pendant le tournage, tu fais quoi alors, du coup? Alors pendant le tournage, je vérifie donc mes décors à venir. Je vérifie tout ce qui va être approvisionnement, les camions, et il y a toujours des imprévus. Comme le disait Stéphane qui était interviewé précédemment en premier assistant, l'imprévu c'est toute la journée. Donc t'as un talkie dans l'oreille, t'as un téléphone dans l'autre main, t'as un ordinateur sous le bras, et tu passes ton temps à régler les choses qui vont être modifiées. À savoir, nous on a eu ça. Il y a des moments où on avait 3 jours de tournage à venir, il y avait 2 changements importants: la météo, les risques par rapport à des travaux, des choses qui étaient imprévues, même si on a essayé de tout checker avant, il y a toujours des imprévus. Donc tout ça fait partie de mon job. Je dois régler les problèmes tous les jours. Une incompréhension sur un mail, sur ce qui m'est arrivé d'ailleurs sur le long métrage dernier. J'avais bloqué donc les jardins, le square de la Roquette à Paris. On shoot sur au-dessus des rails de Saint-Lazare. Enfin bref, on fait un petit plan rapide. Là, j'ai mon téléphone qui sonne et j'ai un mail que j'ai vu très vite le matin, que j'ai pas eu le temps de comprendre. Et 2 heures après, on tourne. Je décroche. J'avais le responsable des parcs et jardins de la ville de Paris qui me dit: bon, monsieur Jardin, donc on abandonne le décor. Comment ça, j'ai pas compris là. Il dit: bah vous avez pas répondu à mon mail. Ah la vache. Donc c'est passé dans les spams. C'était ouais, tu vois le truc, la bonne blague typique. Ouais, ça passe dans les spams et en fait c'était rattaché, tu sais, à des réponses et des forwards de mail. Il était en queue de mail, donc j'ai pas vu le truc passer. Et donc 2 jours avant, je fais: ah non, surtout pas ça, faut pas l'annuler, on tourne demain ou après-demain, tu vois. Et donc à force de négocier, voilà. Là, tu fais le nécessaire, tu rattrapes ton truc. Voilà, ça, c'est des choses qui arrivent tout le temps. Et puis, et en fait, il faut s'occuper de cette équipe, gérer l'équipe donc qui est la tienne, et gérer d'autres trucs. C'est-à-dire qu'en gros, le chef, le régisseur général, il est responsable des décors, de la sécurité des biens et des personnes. Donc, il faut pas qu'il y ait le moindre souci, parce que je suis aussi donc en lien avec les assureurs, avec le directeur de production. Tu dois t'assurer qu'il n'y ait pas une blague qui est faite par quelqu'un de l'équipe qui va accrocher un truc à un moment où c'est absolument pas possible, c'est trop risqué, il faut pas qu'il y ait un câble qui passe et qu'il y ait un danger pour un piéton. Quand on bloque des rues, des avenues, des endroits, je dois être là pour faire la police, pour parler aux gens. Quand les flics arrivent, c'est moi. Voilà, tout ça c'est mon rôle aussi. D'accord. Et t'es aidé par par la régie en fait. Toi, oui. Général, mais en fait tu chapeautes tu chapeautes une équipe. C'est ça. J'ai toute une team que j'envoie sur des tâches à droite à gauche. Mais donc ça veut dire des plannings que je fais aussi pour mon équipe. Le plus tu fais un planning, en fait, on appelle une feuille de route. Plus tu fais une feuille de route pour le lendemain, plus t'es bien. Parce que chacun comprend, chacun sait exactement où est-ce qu'il va, quelle tâche il a. Moi, je fais des feuilles de route pour le lendemain où j'explique, Valentine, tu vas aller là, tu vas faire ça, à tel moment, paf, je te décroche là, tu vas sortir du cadre, enfin, sortir du set. Tu vas prendre un véhicule, tu vas prendre celui-ci, tu vas aller à tel endroit pour me récupérer ça, tu vas revenir. Donc, moi, j'ai tous les fournisseurs aussi que j'ai par mail, en ligne, tous les jours, qui est des missions tous les jours pour la régie. Il n'y a pas que le plateau, il n'y a pas que l'approvisionnement, il n'y a pas que la table régie. Il y a des missions tous les jours. Voilà. Ça peut être quoi ces missions? Ça va être par exemple, alors c'est là où moi je suis en lien avec le directeur de production de manière très proche.
Alors imagine, on loue 2 HMI, donc 2 gros projecteurs par exemple, qui coûtent tant d'argent. On s'en sert 2 jours. Mais techniquement, on n'a pas le temps d'aller tous les jours faire un run, emmener ça, ramener ça. Faut un véhicule parce que voilà, c'est une lentille comme ça. Ouais. Donc faut une certaine taille de véhicule. Eh bien, tu sais que tu vas pouvoir détacher un gars qui va prendre, allez, un 12 mètres cubes, et tu vas te dire le 3e jour, je peux le rendre parce que là, j'économise 2 jours plus au week-end derrière. Donc on nous facture pas en général, mais tu vas économiser 2 jours de location. C'est-à-dire 100 balles, 200 balles, 1000 balles, 1500, 2000. Et donc ça, tous les jours avec le dire de prod, en fait, tu gères ça tout le temps, au quotidien. Qu'est-ce qu'on va ramener, qu'est-ce qu'on va éviter de louer, comment on va se démerder pour que ça rentre dans le budget, en fait. Donc moi, j'ai un budget décor, j'ai un budget véhicule, j'ai un budget hôtel, j'ai un budget bouffe. Je choisis la cantine, je l'organise aussi. Donc tout ça, ça doit rentrer dans un budget de 100, 200, 300, 400, 1000. Et t'as déjà dû négocier le budget en disant, ben là, c'est pas possible, là, c'est trop bas, il faut monter, oui. Ouais, ça arrive, ouais, bien sûr. Ça arrive souvent. Ça arrive, c'est en fait ce qui est trop bas, c'est mon budget à moi qui est pas assez Oui, bien sûr. pas assez important. Bien sûr. Et moi, j'ai des prestataires des prestataires de cœur, on va dire, avec lesquels je travaille souvent. J'ai dû malheureusement refuser la proposition parce qu'on pouvait pas s'entendre, c'était trop faible pour eux. Donc donc là, il faut se remettre en question, se dire comment je vais faire fonctionner 50 personnes qui mangent tous les jours. C'est installer des barnums pour qu'ils soient à l'abri du chaud, du barnum, de l'élec, de la bonne bouffe. Tout ça en 1 heure tous les jours maximum, parce que c'est le temps qu'on a pour déjeuner, pour dîner. Sachant que tu perds ta pause déj à 3 heures du matin, tu vois. Donc Oui, bien sûr. en plein Paris, voilà. Donc c'est en fait tout mon challenge à moi, il est que tout rentre en fait. En fait c'est génial, c'est que t'imagines un truc avec en gros l'équipe de base c'est le réal ou la réalisatrice, le dire de prod ou la directrice de production. Hein, j'ai plus de femmes que d'hommes dans mon carnet d'ailleurs. Enfin, on dit le directeur c'est une femme très souvent aussi. Premier ou première assistante à la réalisation. Et puis le chef opérateur ou la chef opératrice arrive très vite et c'est moi aussi qui suis dès tout le début de l'aventure. Donc on imagine tout dans nos petites têtes, dans nos petits cerveaux malades, on imagine comment ça va aller sur des rails et toi tu dois faire en sorte que matériellement tout rentre. Et la thune, le blé, faut que ça aille dedans, faut qu'il y ait voilà, tu dis on fait un film pour 1,5 million, 3 millions, 4 millions, 7, 8, 900 000, que sais-je, il y a toutes sortes de budgets. Et tu te dis, à la fin, avec les producteurs, avec lesquels on est en échange permanent, tu dois rendre ton film fait pour le prix qu'on t'a donné, voire moins. Si tu rends un moins, c'est mieux, c'est toujours mieux. Bah oui, bien sûr. Voilà. Alors parle-moi un peu de toi. Alors toi, comment t'es arrivé à la régie? C'est amusant. Moi, je suis musicien depuis toujours. Depuis que j'ai commencé, j'avais 8 ans la musique. D'accord. Donc on en a parlé précédemment, j'ai fait différents conservatoires, donc 4 ou 5 conservatoires avec des prix à chaque fois, jusqu'au niveau le plus haut, c'est-à-dire qui équivaut pour le langage commun à un bac+5 en termes de musicien, ou un master, on appelle ça un master. J'ai exercé la profession de musicien d'orchestre en orchestre symphonique, orchestre philharmonique, des tournées en France, à l'étranger, en Chine, aux États-Unis, Japon, pas Japon, mais Israël, enfin dans plein de coins du monde. Ensuite, je me suis mis au jazz, et mon instrument principal, c'est le hautbois. Le hautbois et le cor anglais, qui sont des instruments de musique classique, vraiment classique. Et il y en a très peu qui ont joué en jazz. Je me suis mis au jazz sur les conseils de mon père, que je remercie toujours pour cette initiative. Et puis j'ai commencé à bosser en tournée avec des chanteurs, la tournée, comme on disait, en tourbus, vraiment en chansons de variété, c'est-à-dire scène française, etc. Et puis au-delà de tout ça, le Covid est arrivé, où on prend tous une bonne claque. Et le Covid commence à passer, et je fais une soirée dans enfin pas un squat, mais c'était une coloc immense où il y avait toutes sortes de gens, quelques artistes et une régisseuse de pub que je rencontre et qui se discute. Voilà, je raconte ce que c'est que le métier de musicien, la route, les tournées, machin, et des groupes que moi j'ai montés avec des copains où on n'a pas une grosse prod derrière, on fait tout nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va, on branche les consoles son, on fait la lumière, on fait les contrats, on conduit le camion et vas-y quoi, on fait vraiment tout. Et elle me dit, mais c'est vraiment, ça ressemble à un taf de régisseur. Je dis, ouais. Et on parle que j'ai pas de taf comme tout le monde, bien sûr. Elle me dit, mais ça te chaufferait ça te brancherait de faire de la régie? Mais je dis, grave, j'ai trop envie, moi. Parce que j'ai été un peu comédien sur des longs métrages, mais j'ai toujours été assis sur la chaise, tu sais, t'es au maquillage, t'attends, et tu vois tout le monde qui court partout, qui sait ce qu'il fait. Et toi, t'attends le moment où tu vas aller jouer, quoi. Et ça m'a frustré. Et elle me propose ça, je dis, mais grave, mais si tu peux, à fond, je suis partant à fond. Et 15 jours après, elle m'appelle, elle me dit, voilà, il y a une pub, il faut du renfort en régie. Est-ce que tu as ton permis? Je dis, bien sûr, les 22 mètres cubes, ouais, vas-y, 22 mètres cubes, c'est déjà un gros véhicule, tu vois. Et elle me dit, c'est parti. Et là, il y a un régisseur qui s'appelle Romain Carciofo,
que je remercie de m'avoir fait confiance. J'espère qu'il verra ça, Romain. Et Romain me fait confiance. Il me dit voilà, tu vas récupérer du matériel, tu vas conduire le camion. Je prends ça, je fais ça une journée. Le lendemain matin, départ à 5h30 du mat, 6h du mat de Paris. Je vais en banlieue. Je me retrouve avec le camion plein, avec de la caméra, du son, enfin, je sais plus ce que j'avais, mais plein de trucs. Et c'était parti. Premier tournage. Ça dure 2 jours, je crois, 2 jours de tournage. Les rendus derrière. Puis Romain m'a fait confiance. Ça s'était pas trop mal passé, visiblement. J'en ai fait d'autres. Et puis j'ai fait de la pub pendant 6 mois, 1 an et demi, pas mal. Jusqu'à ce que le long métrage et la fiction m'attrapent un peu au hasard. Et fatalement, vu que je viens de la musique, c'est un truc qui m'a tout de suite plu. Évidemment, c'est accompagner une équipe sur du long terme, défendre un projet, défendre un scénario, une histoire, tous les corps de métier. Je me suis retrouvé sur un plateau, on était 600 sur un long métrage, un gros Netflix. C'est-à-dire, quand tu vois ça, c'est juste dément. The Grey Man. D'accord. Voilà. Un film américain en plus. Film américain, exactement. Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Chantilly, surtout de Chantilly pendant 15 jours ou 3 semaines, je sais plus exactement, que de nuit. Donc, explosion, cascade, bagnole qui vole en l'air, enfin, tir en rafale, enfin, la totale, quoi. Là, t'es comme un gamin, tu t'es là, c'est génial. Et là, c'est une équipe moitié américaine, moitié française? Ouais, même tri-national, on va dire, parce que américain, pour la prod, c'est les frères Russo qui réalisaient. Donc prod américaine, etc. Je pense que t'avais une partie du set où t'avais à la caméra des Américains aussi, sans doute. Si je me trompe pas, c'était des Tchèques à la déco. Alors je crois, je vais peut-être dire une bêtise, hein, mais faudrait vérifier. Je dis Tchèque, mais c'était pays de l'Est, c'est sûr. Ils ont apparemment un savoir-faire incroyable et ils font de la déco, mais un truc de ouf parce que moi j'ai mis 10 jours à me rendre compte des trucs de déco dans le parc du château de Chantilly, que c'était pas des vrais trucs. À un moment j'étais là, merde, ah vache. L'entrée qui explose, à un moment c'était que du bois et du carton-pâte. Ils sont fabuleux, fabuleux. Et puis partie française pour la régie beaucoup, et on était 50 en régie ou 60. Comme ça. Et ça change beaucoup pour la manière de travailler quand t'es avec une prod française ou une prod américaine? Ça change. En fait, ils délimitent les départements. Alors c'est très amusant. Ils ont une façon de faire. Un département ne s'occupe que de ce qui le concerne et absolument pas d'autre chose. Par exemple, tu as donc ils appellent ça grip, props, c'est d'autres noms, mais électriciens, machinaux, etc. Si tu as un câble qui traîne, un truc, toi, un régisseur en France, tu vois un câble qui traîne, qui est pas gaffé, réflexe de régisseur, hop, tu vas le ranger, tu dis bon, un mec se prend les pieds dedans, c'est un bobo, c'est vite très embêtant. Et donc là, tu vas ranger. Donc là, le gars, tu touches pas. Ça c'est les électriques. Ouais, pas engueuler, mais c'est genre, merci mec, c'est cool, but don't touch it, it's my job. Okay, ils vont faire le truc, tu touches pas. Donc tu n'interviens pas en fait sur le département des autres. Et ce qui est très très différent de ce que nous on fait en France, où le régisseur, tu vois, c'est un non-sens pour nous de pas s'occuper de tout ce qui est sur le plateau. On est justement là pour ça. T'as un machinot qui porte un truc, il galère dans un escalier. Le régisseur se jette normalement. Enfin, c'est ce que je demande à mes régisseurs, d'être au service d'eux. Il va se jeter pour dire comment je t'aide. Ça passe pas avec les roues, paf, tu lèves avec lui. Enfin, tu aides. Tu dois tout faire pour que le matériel, pour que les gens soient le mieux possible prêts à travailler dans les meilleures conditions. C'est notre job. On est là pour ça. On est là pour servir. C'est un métier de service. Ouais, voilà. Et aux États-Unis, c'est assez différent. Ouais. C'est assez amusant. Et même dans la régie, le taf de régisseur, il est comment dirais-je, il est divisé en différents départements de régie. Tu as les locations qui s'occupent des décors, et tu vas avoir la unit qui va s'occuper de la régie en elle-même. C'est-à-dire qu'il y a Menlo, qui amène la bouffe, qui font tout ça. Et les locations aux États-Unis, sur les décors comme j'ai pu faire à Paris ou ailleurs, ils sont en charge des décors, à savoir ils les connaissent. Ils sont en lien avec les restaurateurs, les commerçants, tout ce qui est lié au décor lui-même. Les autorisations, c'est eux. Tout ça, c'est eux en fait. Donc c'est eux qui vont dire à un moment, non, ça, les roulants qui sont là, ça va pas là, ça va dans cet endroit-là. Il n'est pas possible qu'on les mette là, c'est interdit. On n'en veut pas ici, on les veut là. À la différence de la France, où là, c'est des régisseurs généraux et son adjoint qui eux savent tout ça. Donc nous, on est multicasquettes parce qu'on a les décors en tête, on a toutes les galères et les contingences mécaniques, matérielles. Et voilà. Et aux States, ils sont plutôt divisés sur chacun son département. C'est assez amusant, mais ça leur réussit plutôt bien, on dirait. Hein. Ouais. Voilà, ça marche. Alors moi j'ai une question parce que je trouve que tu as quand même monté très très vite dans la régie. Ouais. Et comment t'apprends le métier? Parce que au début tu conduis les camions, tu portes les choses. Comment t'apprends toutes les petites subtilités de ce que tu nous racontais avant Ouais. Comment tu apprends ça? Tu apprends en observant. C'est le maître mot. Je pense qu'on va aborder plus tard. Enfin, on va évoquer la question des jeunes
on va dire apprenti régisseur ou gens de cinéma, tu apprends en observant, en écoutant. C'est là où en fait, si t'as envie de ça, si t'as la niaque pour y aller, faut regarder, faut écouter et t'apprends. Après, il faut un peu de bon sens. Et la régie, c'est vraiment le domaine où le bon sens va s'épanouir. Parce que, alors, c'est là où effectivement, je rejoins la position, enfin, ce qu'on a débuté dans l'entretien en disant quel était le rôle du régisseur général. Il est effectivement essentiellement matériel, mais il est aussi artistique entre guillemets. À savoir, il faut connaître très très bien ton scénario. Il faut le maîtriser parce que qui dit connaître son scénario dit donc après connaître les enjeux, connaître donc le fameux dépouillement qui pour nous va être un dépouillement de décor, mais tu dois le connaître, savoir ce qu'on veut exactement. Donc ça veut dire après les axes qu'on doit filmer. Ça c'est avec le chef-op, avec le réal et le chef-op qu'il faut connaître tout ça. Donc il faut beaucoup parler ensemble parce qu'imagine tu axes comme ça. Imagine le Gugus qui va mettre ses camions juste derrière. C'est pas possible. Ouais. Dans l'axe de la cam, tu vas pas avoir, tu vois, des camions noirs, des camions TSF, des camions que sais-je, bien sûr. Pas la vision en plein dans le champ. Donc tout ça est impossible. Donc il faut savoir exactement ce qu'on veut tourner, dans quels axes. Il y a même des fois apporter des solutions aux axes caméra qui paraissent compliqués parce qu'il y a du reflet, parce qu'il n'y a pas assez de distance, parce qu'on peut pas tirer assez loin à la caméra. Tu peux amener aussi des solutions là-dessus. Et revenons à ce qu'on disait. Comment je suis devenu régisseur général, c'est en observant et l'occasion fait le larron, on va dire. Il faut montrer que tu as envie de faire ça. J'ai été adjoint 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. On s'aperçoit que ça se passe bien. Il y a eu des gens qui m'ont fait la réflexion qu'effectivement j'avais peut-être à un moment un régisseur général un peu faible ou que sais-je. Je suis plus un jeune homme non plus. C'est aussi cet avantage que j'ai eu. Ce qui fait que j'ai pris les choses en main. À un moment j'avais des réflexions logiques, des trucs. Bon allez, on peut pas, on avance. Si ça marche pas, vas-y bouge, on fait ça ailleurs. On y va. Faut savoir prendre en main les choses. Ce que j'ai fait. Et donc, des producteurs, des directeurs de production qui m'ont après fait confiance. On dit, écoute, on commence par du court-métrage. Voilà. Est-ce que tu veux bien prendre la direction de la régie d'un court-métrage? Moi, je me frottais les mains. Ah, bien sûr. Ouais. Hyper heureux. Et donc, j'en ai fait 10, 12 là, ce jour à peu près. Et je vais sûrement en faire d'autres, hein, parce que c'est d'autres prods que tu découvres, c'est d'autres réals, d'autres équipes. C'est l'intérêt, toujours se challenger sur des trucs. Et puis, qui dit court, moi, ça va amener au long, puisque des productions avec lesquelles je travaille, je sais pas si je peux les citer. Ah oui, au contraire. Les films Norfolk, Top Shot Film, les films du kiosque, To Be Continued. Il y a un nombre de productions et donc de producteurs qui travaillent dedans, de dire de prod qui travaillent régulièrement avec, qui ont commencé à me faire confiance. Et espérons que ça va continuer parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une panne sèche. Hein, c'est le jeu. Voilà, ça fait que il y a un jour on m'a dit. On m'a proposé de prendre un bout de long métrage, puis un long métrage en entier, et puis un deuxième, et puis voilà, quoi. Donc, je suis encore tout frais, hein, mais jusqu'à maintenant ça s'est bien passé parce que par exemple voilà le dernier on l'a rendu avec, on avait un budget qui était comme ça, on l'a rendu avec ça de moins que ce qui était demandé, tout en ayant une équipe qui est globalement contente, satisfaite. C'est pas parfait, hein, ce sera jamais parfait. Mais voilà, on a réussi à pas faire trop de dégâts, à rentrer tous les plans qu'on devait rentrer. Parce que moi, je dois garder en tête qu'il faut que je sois, comment dirais-je, le service satisfaction, si tu veux, de l'équipe artistique. Je dois me débrouiller pour qu'on fasse les choses de manière safe, qu'on les fasse comme on a prévu, qu'on ait le temps de tournage prévu. À savoir, je dois bloquer une rue sur 500 mètres, je dois fermer des axes sur telle rue. On met des rampes de pluie au milieu de la rue, donc je ferme les rues de là à là. Je dois faire arriver tant de véhicules, je dois faire grimper des trucs sur des fenêtres, faut que ça s'accroche à tel endroit. Mais là, attention, j'ai un monument historique, donc là c'est une grosse discussion parce que les assurances aussi, elles sont très importantes. Quand tu es sur un monument historique, le moindre pain, ça coûte des millions. Donc voilà, tout ça, ça c'est le travail du directeur de production. Mais on bosse avec un assureur à qui on doit faire accepter les conditions parce que le réel veut absolument ça. J'avais des comédiens en scooter, à 3 sur un scooter. J'avais des mecs en vélo, un couple en vélo qui descendait à balle sur une rue en pleine nuit, avec 7 intersections au milieu. Bon, donc tu dis il y a une caisse qui arrive en face, c'est fini. Enfin bon voilà, donc tout ça c'est comment je ferme, comment je vois avec la RATP, comment je travaille avec eux pour dire voilà ça va durer 2h30, 3 heures, comment je mets en sécu mes comédiens, mon équipe technique qui roule dans des vélos cargo, qui a des voitures qui suivent, qui ferment, etc. Voilà. Comment tu fais accepter une assurance 3 sur un scooter? Là, ça me... Tu es tiqué, ouais. Oui. Eh ben, écoute, tu fais accepter ça dans la mesure où tu proposes des solutions de sécurité, en fait. D'accord. Voilà. Tu fermes la rue. C'est pas compliqué. Tu fermes la rue, il y a que tes comédiens qui sont dessus, tu vas limiter à une certaine vitesse. Tu as des cascadeurs qui entourent. Donc, les comédiens sont formés pour ça.
On s'assure de leur permis, de la validité du permis, de la validité de leur physique. Et on va tricher le plus possible pour donner l'illusion qu'on roule à une certaine vitesse, même si on roule moins vite, et on prend pas de risque. Et étant donné que l'artistique demande un truc comme ça, là il y a besoin d'une sensation de liberté. C'est un film ça s'appelle Microstar. Je le cite parce qu'il sortira je crois que c'est avril ou mai prochain, sans doute, de la long métrage que j'ai fait là, qui s'est fini il y a pas si longtemps. Et c'est l'histoire d'un jeune comédien qui est en quête qui cherche un peu son identité. C'est réalisé par Léopold Krauss, qui est un jeune réal aussi, qui est très prometteur, je pense. Et voilà, donc cette sensation de liberté, on pouvait pas lui mettre un casque, on pouvait pas se dire le mec s'est arrêté sur le Pont Neuf, il a mis son casque, il dit allez on y va, tout le monde est sanglé. Enfin, ça marchait pas comme ça. Il fallait faire un truc où ils grillent un peu leurs cartouches, tu vois. Donc donc voilà. Et tu fais accepter ça parce que l'assureur, je pense, est au fait de l'artistique, de ce qu'on veut, de ce qu'on cherche. On est là, genre voilà. Après, c'était une tractation avec le dire de prod et l'assureur sur les détails. Mais voilà, moi, je donne les réponses techniques, logistiques au dire de prod, qui lui prend son rendez-vous après avec l'assureur, que j'ai pu rencontrer par ailleurs aussi, bien sûr, pour dire voilà, il nous faut vraiment ça. Comment on fait? Voilà les garanties que je peux t'amener pour assurer le truc. Ben voilà, on prend 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions, je sais plus combien sont les garanties d'assurance, mais on arrive à le tourner. Voilà. Donc là, tu as parlé avec les cascadeurs. Ouais. Et après, tu as fait le porte-parole des cascadeurs pour expliquer comment t'as expliqué. Alors c'est pas dans ce sens-là, c'est plutôt la contingence technique qui fait que moi je parle aux cascadeurs et voilà, il nous faut assurer ça. On doit pas prendre de risque au-delà de ça. Le comédien à un moment il est pendu par les pieds à un échafaudage, il fait l'andouille sur des trucs. Je leur explique qu'on peut pas se permettre d'aller jusqu'à tel endroit parce que c'est trop dangereux, que les agents ne le voudront pas, que le comédien il a le droit de refuser, ce qui est tout à fait normal. Et il faut que malgré tout on arrive à coller à l'envie du réal. Voilà. Donc comment on fait? Là l'équipe cascade va dire voilà, ça on peut faire ça, on peut tricher comme ça, on peut assurer ton comédien comme ça. On va mettre baudrier machin, on va l'assurer à tel endroit avec des filins, des trucs, et on va jouer à 1m50, 2 mètres du sol, on va mettre du tapis évidemment en dessous, on va former le comédien, c'est-à-dire qu'on va les faire travailler la séquence, c'est chorégraphié. Et en fonction de ça, l'assureur il a toutes les garanties et souvent voilà, il dit oui, parce que ça c'est rien, les cascades il y a des trucs tellement plus balèzes que ce que je te raconte là, ça c'est un petit truc, c'est un petit détail, c'est un exemple. T'as des trucs où les voitures elles sautent, où tu roules à 90, 100, à 1m50 les uns des autres, il y a toutes sortes de choses qu'il faut pouvoir assurer. Ah bien sûr. Mais je dirais à mettre au crédit des équipes cascades, le savoir-faire. Voilà, c'est ce qui nous permet de dire voilà, c'est banco, on y va, on le fait. C'est parti. C'est ça un tournage. C'est que du savoir-faire. Ouais, exactement. Chaque corps de métier a son savoir-faire et c'est ça qui est fabuleux, c'est ça qui est énorme. J'en viens à la finalité aussi même si tu vas pas poser la question, mais je peux l'imaginer. Dis-moi. Ce qui est plaisant dans notre métier, en tout cas dans le métier de régisseur général, ce qui est plaisant, c'est que tu es dans toutes les étapes avant même que le scénario est écrit, mais il est encore modifié derrière. Il est remodifié jusqu'à ce qu'on ait la version finale, la V5, 6, 7, 8, 10, 12, parce que il y a eu des contingences, voilà, ça va pas être possible. Ça, on peut le faire, mais ce sera pas ce décor-là. Comment, et là, d'un coup, les scénaristes, les réals, enfin, on se dit, OK, alors attends. On peut très bien imaginer que nos comédiens, oui, ils sortent pas de là, ils vont sortir de là plutôt, parce que le décor nous impose telle et telle chose. Mais voilà, donc là, tu es dans presque le travail pas de réécriture, mais tu y participes indirectement. Mise en scène, dans l'élaboration du plan de travail, le fameux plan de travail qui permet donc d'élaborer tout le tournage, tu vas le modifier avec le premier ou la première assistante tout le temps, tous les jours au bureau, pendant la préparation, la fameuse prépa. Parce que on te dit voilà, on va faire ça, et 2 heures après, on tourne ça. Et là, je fais là, les gars, j'aimerais tellement, mais malheureusement, là, c'est impossible. Là, j'ai 8 camions qui vont rouler de là à là. Je dois faire un déchargement, j'ai 100 mètres, 200 mètres, une rampe, un escalier, un ascenseur, que sais-je, un monte, charge un truc. On va perdre du temps. Donc, on est obligé de se garantir une demi-heure de battement. Après, on est obligé d'être au courant aussi des lois du travail. Parce que avec le directeur de production, ça c'est aussi ce que lui apporte comme garantie. Il doit dire voilà, alors si on arrête à telle heure, le lendemain on reprend à telle heure. On est obligé d'avoir un temps de repos minimum. On peut pas tourner plus de temps dans cette journée-là. On est obligé d'avoir un temps de repos au bout de 6 heures, au bout de 5 heures. Enfin, donc voilà, tout ça il faut le savoir. Il faut être conscient de ces enjeux-là pour ne pas proposer des solutions idiotes, je dirais. Genre mais c'est super, on va faire ça comme ça. Mais non, t'as oublié un truc là. C'est que là on peut pas travailler, c'est fini. On a travaillé trop de temps. Il y a une législation, il y a une loi du travail qui fait que terminé, ok, d'accord. Donc ça, on va le tourner un autre jour, un autre moment, on va le ramener à un autre. Donc voilà, il faut proposer des solutions
Et en fonction, le plan de travail évolue en fonction de ce que on élabore ensemble. D'où la période de prépa, qui est une nécessité, qui sur un long métrage dure au minimum 4 semaines, 5, 6, 7 semaines, ça dépend. Voilà. C'est pour ça que quand on part sur un long, on part sur 3, 4 mois, 5 mois, ça dépend. Quand tu fais la prépa, t'as déjà le budget ou des fois ils font le budget par rapport à la prépa? Budget, on l'a déjà. Déjà. Oui, parce que quand on lance, en fait, dans l'ordre, tu écris un scénario, tu le fais lire, il intéresse des producteurs qui après vont éventuellement le faire retoucher pour différents besoins, parce qu'il y a des choses qui sont incohérentes, des choses qui fonctionneraient pas. Il faut que ça puisse être produisible, qu'on puisse le produire, quoi. Enfin, voilà. Une fois que ça s'est fait, on part en recherche de financement. Ça, c'est le travail des producteurs. Ils sont pas sur fonds propres en général, même s'ils peuvent mettre. Voilà. Le travail d'un producteur, c'est de trouver l'argent auprès des banques, auprès d'autres producteurs, auprès de différentes sociétés. Une fois qu'ils ont trouvé ça, ils savent qu'ils ont tant de budget. Est-ce qu'on va réussir à réaliser ce film? Là, le travail du directeur de production, c'est d'évaluer le coût du film, le coût donc pré-production, le coût en production, enfin en tournage, et le coût en post-production, c'est-à-dire tout ce qui va être promotion derrière, enfin tout l'ensemble du truc, c'est-à-dire voilà, clé en main, ça coûte 3 millions, ça coûte 4 millions, ça coûte 1,5 million, que sais-je. Et une fois que ça c'est défini, bien sûr, lui après, son premier boulot, c'est régisseur général. Il cherche son régigé, et donc forcément, on parle budget en tout cas ceux avec qui moi j'ai travaillé, en étant cohérent, on parle budget. Moi j'aime comprendre vers où je navigue, sur quoi je navigue, parce que si j'ai pas du tout d'intention de budget, comment je peux me comporter vis-à-vis des prestataires, moi je vais voir les prestataires, je vais négocier les prestataires, tu vois, on va négocier avec le dire de prod, mais ce qui est caméra, machinerie, électricité, ça va être plutôt le dire de prod, mais moi je vais, tout ce qui est liste régie, cantine, hôtel, véhicule, location de véhicule, je peux en louer 30, 40, 50, 100 dans un mois. Donc c'est des budgets qui sont tout de suite de 20, 30, 40, 50, 100 000, ça dépend. Il faut savoir de quoi ils retournent si tu pars en sachant pas du tout. Si tu pars à côté de la plaque, ça a l'air cool et tout, t'arrives, tu dis, bah là, j'ai ça. Non, c'est beaucoup trop, ça. Ouais, bien sûr. Ah, zut, j'ai pas compris. Tu vas perdre un temps fou. Il faut savoir communiquer. Si tu communiques mal, tu vas pas savoir où t'en es. Et je ne sais plus où était la question de base, mais en tout cas, on a bien navigué. Très bien. On a navigué. Est-ce que tu as des anecdotes de tournage qui t'arrivent, ou de préparation qui t'est arrivé que... Ouais, j'en ai. Alors, c'est pas une anecdote, c'est pas, il y a pas une chute, si tu veux, en soi. Tu vois, j'ai une anecdote, il y a une chute. Je vais la raconter quand même, mais j'étais jeune, baby, régisseur général. C'était dans les 5-6 premiers tournages que je faisais. C'est là où j'en reviens à ce que j'ai dit auparavant. On doit être maître, entre guillemets, de la sécurité des biens, des personnes et des décors. Là, je me suis pas assez méfié. Il y avait un décor. On tourne au 2e étage dans un appartement dans une grande métropole de France. Chef machinot, un gars assez jeune, qui en voulait pas mal et tout, qui me dit voilà, on va mettre tel pied, donc il me dit des pieds de 1000, des choses en pieds de 1000, c'est une certaine taille, ça supporte pas un poids très important, etc. Et puis j'étais au bureau sur l'ordi, comme souvent en train de travailler avant qu'on tourne, donc il devait être 10h du mat, 11h du mat. Beau temps, tu vois, beau soleil, tu fais une belle journée, ça va être super. On sait qu'on accroche des lumières sur le premier balcon, donc au niveau 1 où j'ai mis toute mon équipe et mes loges, etc. Et on tourne au 2, donc il va éclairer, taper dans le 2e étage. Voilà. Pour le soir. Et puis j'entends un truc comme ça, ce qui est donc signe d'un pied plus gros, ce qu'on appelle un long john. Un long john, c'est un pied avec manivelle qui monte comme ça, qui va monter à beaucoup plus haut, qui est beaucoup plus lourd, surtout, sur ce balcon. Et en fait, ils étaient en train de l'assurer là où ils pouvaient partout, donc prendre des cordes, de la sangle. Et en fait, un coup de vent et le truc a basculé comme ça. Putain. Voilà. Donc bon, bref, je finis parce que c'était le truc le plus marquant que j'ai vécu en termes de responsabilité en régie. J'aurais dû me méfier, j'aurais dû être là, tu vois, c'est là où c'est ça aussi mon rôle. T'arrives le premier, tu pars le dernier. Pourquoi? Parce que tu vérifies qu'on fasse ce que t'as indiqué. Là, il y avait pas assez de hauteur de balcon, il y avait un vent, un petit rafale de vent, tout ça faut le savoir, la météo, le vent. Et moi je dois dire aux gens non stop, ça je veux pas de ça. Ça j'en veux pas. Ce qui maintenant fait que je suis pas non pas parano, mais je suis très vigilant à ça. Tu m'étonnes. Et qu'il n'y ait pas une blague, qu'il n'y ait pas un gars qui fait, tu sais, il va te dire non, mais c'est rien, je veux juste un petit pied là, c'est rien, ça va être super, ça va nous sauver la vie, ça va permettre d'éclairer là ou de rentrer un câble à tel endroit. Je fais non, ça c'est pas possible parce que d'une part on n'y a pas le droit, on n'est pas chez nous, et en plus je ne connais pas les conditions de sécu, les vraies conditions de sécu elles n'ont pas été checkées avant. Et si je les ai vraiment checkées, je vais dire oui ou non. Voilà, je préfère dire oui évidemment. Oui, bien sûr, bien sûr. Évidemment pour qu'il n'arrive pas ce genre de choses qui s'est bien fini. Oui, parce que là ça aurait été dramatique. Voilà, c'est ça.
Du coup, ce chef machinot, je l'ai appelé le machinot volant. Bien sûr, voilà. Et puis, quoi comme anecdote, justement, The Greyman, le fameux gros long métrage des frères Russo, là, dont on parlait tout à l'heure, où on tournait que de la cascade, de nuit, entre 20h et 5h du matin. Et il y a une nuit, je crois que c'est l'équipe française, mais je peux pas dire de bêtises, mais dans mon souvenir, la prod française a dit attention, on a un avis d'orage, on a un truc un peu costaud, parce qu'on va faire la remballe. La remballe, nous, c'est quand on a fini de tourner. D'accord. La remballe, c'est que tu ranges tout le matos. Alors, si tu tournes le lendemain au même endroit, tu sécurises, donc tu sangles, tu fermes les choses, tu les mets sous abri. Si tu tournes pas, on remballe tout rentre dans les camions. C'est une partie importante de mon boulot aussi, que je dois la superviser, la préparer tous les jours, faire en sorte que, voilà, je me délègue des gens au plateau, au camion, etc., pour dire, voilà, toi, tu vas faire ça, toi, comme ça, toi, tu vas faire de ça, tu vas me gérer ce truc-là, cette partie-là, etc. Donc, grosse remballe à 500, 600 personnes, peut-être, tu vois, un énorme truc sur tout le parc des Chantilly avec le château, donc immense. Et il va y avoir du grain, il va y avoir de l'orage, il va y avoir du vent, et je crois que les Américains disaient, non, it's okay. Pour eux, c'était bon, on allait finir avant, on allait passer l'orage, ça allait bien se passer. Manque de bol, on se l'est pris plein de balles. Et donc, un orage avec, ce qu'on appelle, nous, les Z-Up. Les Z-Up, c'est les tentes. D'accord. En fait, c'est une marque, hein. On appelle une Z-Up, c'est les tentes qui sont 6x3, 3x3, enfin, en termes de taille. Donc, elles sont accrochées avec on met des gueuses ou on met des poids pour les tenir. Attachées avec des sangles, etc. Là, ça avait beau être attaché. En fait, tout s'est envolé. Il y avait des nacelles, parce qu'en fait, on avait donc le château de Chantilly et du fond vert derrière, comme ça. C'était la mer qui était derrière. Si tu vois le film un jour, oui, tu verras, voilà, t'as vu, il y a un lac ou la mer, enfin voilà, ça se passe, je sais plus trop où. Et ça, c'est des fonds verts, donc des nacelles qui montent à 40, 50 mètres de hauteur et qui tendent un énorme truc. Donc, t'imagines le truc, avec des gens à 50, 60 km/h avec un orage qui balaye tout ça. T'as une nacelle qui commence à faire ça. Enfin, bref, on a fini, donc on a fini à 6h du matin. Donc, bien sûr, trempé, des pieds à la tête, parce qu'on courait dans tous les sens. Il y a eu un petit blessé, une petite blessure pour quelqu'un, un petit point de suture, mais rien de méchant. Mais voilà, donc on a jeté les flingues à la poubelle mais c'est pour dire, ces genres de choses-là, ça s'anticipe. Donc c'est une anecdote et c'était du Wagner, quoi. Tu vois, c'était j'imagine. Courait dans tous les sens avec Chauchet et Valkyrie, quoi. On a eu une musique dessus, c'était fantastique. Voilà. C'était épique, on va dire. Alors bon, vous savez, on fait cette émission pour vous les jeunes, et donc on va parler des jeunes. Comment un petit jeune qui voudrait faire de la régie, commencer comme stagiaire, il peut trouver ses premiers stages à la régie? Alors, j'ai justement en ce moment, enfin même tout le temps, vu que je suis à l'AFR, en fait, c'est l'Association française des régisseurs, donc est un site officiel qui répertorie les régisseurs, donc comme régisseur général. Donc j'ai mon nom, mon mail et mon téléphone, et je reçois beaucoup de demandes de stages, de demandes de gens qui veulent travailler dans mon équipe. Voilà, donc et c'est une bonne démarche de demander, donc pour un régisseur et même pour un autre corps de métier que la régie en lui-même. On en parlait, on a évoqué la question ensemble. Contacter une production, c'est pas payant. Alors c'était hors caméra, donc je réexplique. Voilà, pardon, ouais. En fait, quand j'ai fait mon école de cinéma, j'ai cherché des stages comme assistant réalisateur, parce que je faisais, et j'ai contacté des producteurs. Et en vain, parce que c'est pas le producteur qui décide, c'est le premier assistant. Et c'est aussi pour ça que je fais cette émission, pour vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi. Et tu as dit quelque chose d'intéressant, je rebondis, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui le contactent. Quand vous contactez quelqu'un, sachez qu'il y a 50 autres personnes qui l'ont contacté aussi. Donc, sachez vous démarquer. Je te laisse finir et je raconterai une anecdote après. Voilà. Très bien. Oui, donc effectivement, contacter une production, alors ça part d'un bon sentiment, mais alors maintenant que je connais des producteurs avec qui je travaille régulièrement, je sais qu'ils ont peu de temps, ils ne sont pas en prise avec le personnel du film dans tous les corps de métier, je dirais. Ils vont avoir une vision globale. Nous, le régisseur général, dire de prod, nous on communique ensemble avec eux parce qu'on est obligé on tient le budget, on en parle beaucoup de tout ça. Mais il y a d'autres corps de métier dans le tournage. Le producteur, il sait à peine qui c'est, il va passer, mais voilà. Donc, contacter un producteur ou des producteurs ou une boîte de prod, il va pas pouvoir vous répondre nécessairement parce qu'ils n'ont pas les moyens de vous répondre. C'est-à-dire, s'ils n'ont pas un projet en cours, ils vont dire merci, super, mais on va attendre. Le CV peut passer derrière les 50 autres, et donc voilà. Alors, il faut renouer l'opération, bien sûr, il faut se montrer insistant. Il faut pas se décourager. Mais donc, le mieux, c'est, je pense, d'aller voir auprès des différents corps de métier. À savoir, nous, par exemple, en tant que régisseur, on a l'AFR, donc l'Association française des régisseurs, où vous avez plein de régisseurs généraux qui sont mentionnés. Donc là, on peut envoyer son CV, on peut envoyer des demandes de stage, des demandes pour intégrer une équipe quand il y a un projet qui se profile.
Moi, je réponds à tout le monde. Je le fais parce que je considère que la démarche est courageuse. Tu voulais poser une Est-ce question? qu'on peut mettre le lien de la FR Oui, bien sûr, bien sûr. Je mettrai les liens en description. Voilà. Ouais, bien sûr. Mais tout comme les adjoints, comment dire, les assistants, non pas caméra, assistants production, production et réalisateur, pardon, je vais y arriver, ont leur site. Je pense que les dires de prod, je sais pas s'ils ont un site, mais donc les régisseurs l'ont. Et en fait, c'est effectivement un site qui va répertorier les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. Donc voilà, je pense que passer par là, c'est pas mal. Je suis aussi sur Crew United. Je m'en mettrai le lien aussi à la fin. Qui est aussi un site qui répertorie le travail des uns et des autres, où on trouve les noms des gens qui ont fait des films à droite à gauche. Donc, je pense que quand on cherche un stage ou à démarrer dans ce métier, il faut pas hésiter à contacter directement les corps de métier concernés. Nous, on sera plus à même de vous répondre, d'être plus à l'écoute qu'une prod. Une prod, c'est une entité, c'est pas forcément une personne. Bien sûr. Ouais. Voilà, chez Top Shot, les producteurs ils sont 3, chez Dorfolk ils sont 3 ou 4. Enfin voilà. Donc quand on les connaît, nous c'est différent. On a vécu des choses ensemble. Mais quand on connaît pas du tout les gens, ils ont beaucoup de demandes. Je pense que c'est pas simple de sortir du lot de gens qui, je vous le cache pas, aimeraient faire ce métier, je pense. Ouais, c'est clair. Tu me diras si je dis une bêtise, hein. Il y a un magazine qui est maintenant que sur Internet qui s'appelle Le Film Français. Ouais. Et en fait, qui annonce tous les tournages. Et donc, ça peut être intéressant pour contacter les bonnes personnes. Ça sert à rien de contacter quelqu'un s'il n'a pas de tournage pendant 6 mois. C'est clair qu'au bout de 6 mois, tu seras oublié. Donc, c'est intéressant. Je crois que c'est pas assez cher, hein. Ça doit être 20 € par an ou quelque chose comme ça. Ouais, mais effectivement, c'est un site, je crois, qui répertorie, il me semble. Et qui répertorie tous les tournages à venir. Et après, à vous il y aura peut-être pas forcément le régisseur, mais il y a la production. Vous pouvez appeler la production, demander le nom du régisseur général. Oui, c'est ça. Et par rapport à ça, envoyez votre CV. Et l'anecdote que je veux vous raconter, moi j'ai une amie, parce que rappelez-vous que vous êtes 50 à vouloir la même chose. Elle a eu un boulot, alors je conseille pas forcément de faire ça, moi je l'aurais pas fait, vous allez voir. En fait, sur la photo de son CV, elle s'est prise en photo avec un verre de vin. Et en fait, le directeur de prod ou le régisseur général a vu la photo, ça l'a fait marrer, c'est comme ça qu'elle s'est quand je pourrais dire. Elle s'est retrouvée incorporée à l'équipe. Qu'elle s'est retrouvée incorporée, mais parmi les 50 CV, c'est comme ça qu'elle s'est démarquée des 50 CV. Donc, pensez que vous êtes 50 et pensez à comment faire pour vous démarquer. Voilà, c'est mon conseil. Bien sûr. Effectivement, c'est vrai que y a aussi une chose. Alors, ça, c'est mon conseil de régisseur. Quand on est sur un tournage plus petit, si moi j'ai 7-8 personnes en régie, par exemple, j'ai besoin de chaque personne que je vais engager, que je vais prendre dans mon équipe quand je vais la constituer, j'ai besoin de compter sur elle, j'ai besoin de son adhésion au projet, et je prends cette personne parce que je la connais, parce que je connais ses capacités, parce que je la mets, on va dire, il y a régisseur plateau, régisseur camion, il y a différentes formes de travail en régie. Ce qui est compliqué, c'est que sur une petite équipe, intégrer une personne dont on ne connaît absolument rien, qu'on n'a jamais pu tester, c'est pas évident. Je l'ai fait déjà, ça a fonctionné. Mais c'est vrai que si les tournages sont plus importants, si moi j'ai 30 personnes en régie, 20, 25, c'est plus simple d'en prendre 1, 2 ou 3 qui soient plus jeunes, plus novices. On a tous commencé, hein, moi le premier, donc mais à intégrer dans une équipe, c'est plus simple parce qu'après il y a les on va dire les seniors entre guillemets, même s'ils ont 25 ou 30 ans. Ouais, bien sûr, ouais. Qui vont pouvoir aider au quotidien. Ouais, transmettre tous les jours. Moi j'ai une fille que je connais qui travaille en prod qui quand elle avait fini son travail de prod, elle était stagiaire en prod, elle venait nous rejoindre en régie, elle adorait ça la régie. Et je lui ai montré comment s'angler, j'ai montré des trucs tout bêtes, on lui a donné le goût du métier, et maintenant elle fait que de la régie, elle bosse tout le temps, elle arrête pas. Donc je l'ai pris sur mon dernier film, voilà. Et une autre en stage, que j'ai eu en stage pareil, je l'ai prise après sur un long métrage aussi pareil, elle était en stage, elle est devenue un membre à part entière de l'équipe. Donc c'est des choses qui m'arrivent aussi assez régulièrement, faire travailler au fur et à mesure les gens. Ouais, bien sûr. Il faut qu'on ait pu les tester. Malheureusement, il faut qu'ils soient formés par des gens dont nous on est sûr, et ceux dont je suis sûr, effectivement, je peux après leur laisser la main, dire voilà, on a quelqu'un de jeune, n'hésite pas à lui montrer des trucs. Si c'est un peu plus lent et tout, c'est normal, il n'y a pas de souci. Voilà, il faut respecter le fait que quelqu'un soit en apprentissage, et il y a que comme ça qu'on y arrive. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Cédric, c'était un plaisir. Merci vraiment d'avoir pris le temps d'expliquer ton métier et de donner tes conseils. Avec plaisir. Nous, on va se voir très vite. Alors, je sais pas encore avec qui, mais en rythme, t'as un chef costumier, il y a un chef décorateur, il y a un cascadeur. Et il y a une script. Donc si vous avez des questions, je vous rappelle, c'est pour vous que j'ai fait. Je ne suis pas les poser soit par commentaire, soit par mail. Et moi, je ferai un plaisir d'être le porte-parole et de répondre
à vos questions, en tout cas de les poser. Merci à vous, et puis nous on se voit très vite Merci. dans Voix du Ciné. Ciao, ciao. À l'aube de mon automne, je m'étonne, ça détonne du poker de ma vie.